Spartiates, bienvenue à tous. On va, comme d'habitude, parler, vous le savez, hein, ici, du plafond de la dette américaine, de l'inflation. C'est ça qui leads les marchés et qui leads les cryptos. Aujourd'hui, on a une grosse actualité et qui, je dirais, est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc là, c'est du vert. Pour les États-Unis, c'est censé être une mauvaise nouvelle, mais pour nous, en tant qu'investisseurs, ce n'est pas bon du tout. Donc on va revenir sur ça, les chiffres de l'inflation aujourd'hui, et ensuite se tourner vers le plafond de la dette, les taux d'intérêt qui font peur au marché, et le reste de l'actualité crypto. Donc, comme vous le voyez, vous avez les images ici, on a l'inflation. Donc l'inflation... par contre, celui-là, c'est l'inflation corps. Je voulais d'abord passer l'autre. Quoique, bon, c'est pas grave. Bon, regardez, même sur l'inflation corps. Donc, on était à 4,6. Bon. Ce qui était prévu, c'est qu'on reste à 4,6. Et finalement, on a augmenté dans l'inflation corps de 0,1%. Et donc, on est à 4,7. Donc, on a légèrement progressé. Donc ça, l'inflation corps... c'est l'inflation hors alimentation et je sais plus quoi là. J'ai un doute là. Mais en tout cas, c'est les prix sans où il y a l'alimentation qui est retirée. Et je sais plus... Voilà, le deuxième, je sais plus c'est quoi. Mais ça, c'est l'inflation corps. Mais en tout cas, ça a augmenté. Après, ce qui nous intéresse, c'est l'inflation normale, hein, qui prend en compte tout. Et ici... Voilà, c'est là où voilà, on avait 3,9% d'inflation. On attendait une inflation qui remonte à 4,2%. Et finalement, on a eu 4,4%. Donc l'inflation qui, on va dire, persiste. Et même repart un peu à la hausse là. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Puisque je vous rappelle que la Réserve fédérale augmente ses taux d'intérêt pour freiner l'inflation, justement, et pour refroidir l'économie. Et au lieu qu'elle se refroidisse, bah, on peut dire que là, elle se réchauffe un peu, là. Donc, tous ces efforts, voilà. Immédiatement après cette annonce, on a vu les chances que la Réserve fédérale augmente ses taux, passer de 25 à 56%. Donc là, il va y avoir d'autres hausses de taux, c'est quasiment sûr. Maintenant, combien, on ne sait pas. Mais c'est chiant parce que même après la prochaine hausse de taux, peut-être en juin, eh ben, on aura peut-être encore la question d'autres hausses de taux. Finalement, l'économie va finir par cracher. Finalement, je pense que d'ici cet été, là, en plein été, je pense que ça va, l'économie va tomber, va sombrer. Parce que là, ils n'ont pas le choix de continuer à augmenter les taux parce que vous voyez que l'inflation progresse toujours. Donc, c'est une mauvaise nouvelle, hein. Regardez, ici, vous avez... l'inflation, regardez, on était monté, hein, jusqu'à 7%. On est redescendu. Là. Et regardez, ici, on était à 4. Et là, on repasse à... Enfin, on était à moins de 4, à 3,9. Et là, on remonte au-dessus. Donc, je vous rappelle que l'objectif, c'est 2%. Et on est très loin de... Voilà. Et il faut déjà freiner cette inflation au lieu qu'elle augmente déjà. Et ensuite, la faire baisser. Donc là, à mon avis, ça suffira pas, hein. Même encore 25 points de base, il faudra bien plus. Donc ça, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle du tout. L'inflation a augmenté de 0,4% en avril. Vous voyez? C'est ce qu'ils disent ici, là. 0,4% en avril et de 4,7% par rapport à il y a un an. Donc selon l'indicateur clé de la Fed. Vous voyez? C'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, les prix, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base a augmenté. Voilà. Quand ils disent score, je crois, c'est ça, hein, l'indice de dépenses de consommation personnelle. Hein. C'est ça l'indice score de base. C'est la consommation, l'alimentation, tout ça là. Et ça a augmenté encore. Malgré le taux d'inflation plus élevé, les dépenses de consommation ont bien résisté, tandis que le revenu personnel a augmenté. Vous voyez? Donc malgré que le taux d'inflation soit plus élevé, hein, que les taux d'intérêt, je pense, augmentent, c'est ce qu'ils veulent dire. Donc voilà, immédiatement après le rapport,
les prix du marché sont passés à 56% de chances que la Fed promulgue une autre hausse de taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lors de la réunion de juin. Donc, ils n'ont pas le choix. L'inflation, au lieu que l'inflation descende à leurs objectifs, donc l'inflation repart à la hausse. C'est incroyable. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les marchés qui vont finir par s'effondrer. Pour l'économie américaine, normalement, en soi, voilà, des prix qui augmentent. Bah, pour les États-Unis, c'est-à-dire une économie qui est en surchauffe ou qui se chauffe et qui, on pourrait dire, bah, ça se passe même tellement bien que les prix montent fortement. C'est-à-dire qu'il y a une forte demande, vous voyez, pour les produits qui sont proposés. C'est-à-dire que les gens consomment très fort. Mais les gens, en fait, c'est là où vous voyez que les gens ne savent pas du tout ce qui se passe sur les marchés, tout ça. Que les gens, malgré la hausse des taux d'intérêt, continuent à consommer comme si de rien n'était. Malgré que les États-Unis soient sur un fil économiquement ou voilà, sur les marchés, bah, les gens continuent à consommer. Vous voyez ? Donc, très mauvaise nouvelle. Hein. Très, très mauvaise nouvelle. Implication de la Fed avant le rapport PCE, plutôt plus chaud que prévu d'aujourd'hui. Les vacances d'été de la Fed pourraient devoir être écourtées, car les vacances des consommateurs alimentent les dépenses. Donc vous voyez que la Fed, en gros, ne va pas se reposer là pendant cet été-là. Vous voyez ? Donc les consommateurs alimentent les dépenses. Bon. Le rapport arrive quelques semaines avant la réunion politique de la Fed. Donc retenez bien la date des 13 et 14 juin. Donc les prochaines hausses de taux seront les 13 et 14 juin. Donc en plein milieu du mois de juin. C'est ce qu'il faut retenir. Ça arrive très très vite. Donc la Fed vise une inflation annuelle d'environ 2%. Ce qui signifie que les niveaux actuels restent bien au-dessus de l'objectif et que les mesures agressives prises par la Banque centrale au cours des dernières années pourraient rester intactes. Donc on a l'impression qu'ils font presque ça pour rien. Ils ont augmenté les taux jusqu'à 5 et quelques %, mais l'inflation continue de repartir à la hausse. Vous voyez ? Donc c'est un combat qui est loin d'être terminé. Et là, ils n'ont pas le choix. Non seulement ils vont augmenter d'un quart de point en juin, mais il y a des grandes chances maintenant qu'ils augmentent d'un quart de point encore en juillet, et que finalement les marchés restent sous pression finalement. Donc là, voilà, avec le plafond de la dette là, justement où on va aller voir ça juste après, plus ça, franchement, les marchés ne peuvent pas repartir en bull run avec de telles conditions. Donc ceux qui espèrent une explosion des marchés, bon, si d'ici le 1er juin, les États-Unis tomberaient en défaut de paiement, là, tout se cracherait et peut-être que ça redistribuerait vite les cartes. Peut-être que c'est ce que cherchent peut-être Joe Biden et les Américains. Peut-être. Mais en attendant, je pense qu'il y a un accord qui devrait être trouvé juste avant. Et voilà, ils vont y aller jusqu'au bout au niveau des hausses des taux. Et là, les marchés, eux, vont rester sous pression et sous la peur. Et là, voilà, hein, je pense que les marchés ne peuvent pas repartir à la hausse. Donc, ce fameux bull run ou voilà, un pivot de la Fed ou un truc comme ça, ça arrivera peut-être en plein milieu de l'été, peut-être au mois de juillet-août, par là, quelque part par là, le temps que les marchés capitulent vraiment. Pour le moment, il ne se passe rien. Donc, voilà par rapport à ça. Bien, on va continuer. Hein. En attendant, le Dow Jones... le Dow bondit de 300 points, alors que Wall Street espère qu'un accord sur le plafond de la dette sera atteint. Donc, les mises à jour en direct. Donc, les marchés ont fortement progressé aujourd'hui parce qu'il y a un espoir. Comme je vous ai fait une vidéo en direct hier soir, vous précisant, voilà, vous montrant que apparemment, ils seraient proches d'un accord où ils vont bloquer, suspendre les dépenses pendant 2 ans, le temps de leur laisser le temps. En fait, ils bloquent un peu, ils gèlent un peu les dépenses pendant 2 ans pour calmer les choses. Et là, ils seraient proches de cet accord-là. Et les marchés, eux, réagissent plutôt bien. Et donc, on a les marchés américains déjà qui bondissent. Donc là, on va aller voir ça plus en détail. Et oui, hein, on peut voir que là, bon là, c'est le marché européen. Ici, là. Donc vous avez le DAX, FTSE, CAC 40, mais on va aller voir les marchés américains. Ah oui. Ah ouais. Le Nasdaq là,
Waouh. Plus 2,33%. C'est une explosion sur les marchés boursiers américains, là. Donc, on va aller voir sur les cryptos juste après. Mais en tout cas, ça progresse pas mal. Hein. Ça progresse vraiment pas mal. Malgré la mauvaise nouvelle du jour. Hein. Vous voyez que, en fait, le plafond de la dette l'emporte. Le plafond de la dette et un défaut de paiement à venir. Ce narratif-là est plus fort que l'inflation là et les taux d'intérêt actuellement. Parce que le plafond de la dette, c'est à court terme. La date limite, elle est au 1er juin. Donc ça prime d'abord sur, voilà, sur les taux d'intérêt et l'inflation. Si jamais on n'avait pas eu ce souci de plafond de la dette, je pense qu'aujourd'hui, les marchés seraient mitigés ou seraient partis à la baisse par rapport aux résultats qu'on a eu là de l'inflation qui a encore augmenté là. Mais là, vu qu'il semblerait qu'il y ait une autre nouvelle, qu'il y ait un accord peut-être qui va se faire par rapport au plafond de la dette, les marchés, eux, ont progressé. Et l'espoir est revenu par rapport à ça. Parce qu'un défaut de paiement américain aurait des conséquences catastrophiques. Hein. Verrait les marchés boursiers chuter de moins 45%. Entre moins 20 et moins 40%. Donc ce serait énorme. Et le PIB américain pourrait chuter de plus de 4%. Donc ce serait un catacyclisme pour l'Amérique, pour les marchés américains. Donc pour le moment, l'espoir revient. Et comme vous le voyez, regardez les actions. Ici, par exemple, vous voyez, hein, Tesla, plus 5%, AMD, plus 4%, Amazon. Waouh, Marvel. Ici, on a Marvel qui explose de plus 28%. Donc je savais même pas que Marvel était en bourse. Je sais pas si c'est Marvel comme Disney ou pas. Mais il y a une entreprise Marvel là qui explose de 28%. Et voilà un Facebook Meta qui qui monte de 2%. Broadcom, 7%. Donc il y a des belles performances aujourd'hui. C'est pas mal. C'est l'IA. Apparemment, pour ce qui est des marchés américains, les marchés américains ont pas mal performé tous les indices en bourse. C'est ça qui est un peu assez bizarre quand même. C'est que malgré tout ce contexte, les marchés boursiers quand même ont surperformé. Surtout les marchés européens. Mais même américains quand même se portent plutôt bien. Et en fait, c'est l'IA qui a alimenté, on va dire, les marchés boursiers cette année. Les marchés se sont un peu retournés cette année. C'est surtout l'année dernière, en 2022, que c'était en baisse. Depuis 2023, il y a eu un sentiment d'espoir, même sur les marchés crypto. Et c'est surtout les marchés, c'est surtout l'IA, donc l'intelligence artificielle, qui a contribué à faire performer. Parce que quand on regarde dans les détails, c'est les actions d'intelligence artificielle qui mènent la danse. Et là, Nvidia, hier, a montré la voie. Avec un plus 30% pour une entreprise extrêmement capitalisée comme Nvidia, c'est une grosse performance. Qui a vu Nvidia s'approcher des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Donc ça, c'est pas mal. Donc l'IA, pour moi, c'est l'endroit où il faut être. J'avais dit qu'il fallait être sur la blockchain, les cryptos, le Web3, mais soyez aussi sur l'intelligence artificielle. Trouvez même des entreprises en bourse, hein, ça pourrait exploser. Donc, en tout cas, pour moi, c'est vers là qu'il faut se diriger là, actuellement. Donc voilà, par rapport à ça, on enchaîne. Donc, les conséquences. On reste sur les taux d'intérêt et qui sont augmentés pour faire baisser l'inflation. Alors qu'on a vu les chiffres d'inflation aujourd'hui qui montent encore. Donc, et ça, tout ça, là, à force d'augmenter les taux, ça peut faire s'effondrer l'économie. Et l'économie américaine pourrait tomber en récession comme l'économie allemande. L'économie allemande est passée en dessous, là, au niveau du PIB. Ils sont à moins 0,3. Et donc, ils sont officiellement passés en récession, là, depuis hier ou avant-hier, là. Et là, ici, on a un spécialiste américain qui dirait même qu'une récession américaine serait une bonne nouvelle pour les marchés, selon un stratège. Donc, on va lire pourquoi. Ici, ils disent qu'une récession aux États-Unis, là, je vous le surligne, voilà, une récession aux États-Unis pourrait empêcher un fort ralentissement du marché. Donc, en fait, s'il y a récession, le marché va ralentir. Vous voyez alors attendez, une récession pourrait empêcher un fort ralentissement. Ça, c'est bizarre parce que lorsqu'il y a une récession, l'économie est à plat. Donc, il n'y a plus rien qui tourne. Donc, quoi qu'il arrive, lorsqu'il y a une récession,
Normalement, ça fait chuter l'économie. Oui, en fait, non. L'économie est à plat. En gros, ils disent que au moins les marchés, quand les marchés vont tomber en récession, les marchés vont se calmer un peu, on va dire. Au lieu de sombrer, vous voyez, par peur, avec toute la peur va s'enlever. Parce qu'une fois qu'on va avoir l'annonce que les États-Unis sont en récession, bon, bah, la nouvelle va être accueillie, mais les marchés vont arrêter de tomber. C'est comme ça que ce stratège voit les choses. Donc ce monsieur peut-être, je sais pas. Mais bon, je suis pas sûr non plus. Hein. Parce qu'au vu de ce qui se passe, les États-Unis peuvent tomber fortement en récession là, à force d'augmenter les taux, à force de faire le bordel. Ça peut, je pense qu'ils peuvent aller fortement en récession là. Parce que des taux à 6%, voire à 7%, pourquoi pas, ça pourrait vraiment emmener les États-Unis très loin en récession là. Donc on verra en tout cas. Il y a plein d'articles qui sortent par rapport à tout ça. Il n'y a pas d'alternative à un crash. Les opérations de sauvetage ne sont pas une option, avertissent les experts. Donc apparemment là, si ça crash, il n'y aura pas de sauvetage. Donc c'est pas on attend que ça crache et on sauve le marché. Bon, ça, moi je pense plutôt que c'est un article un peu piège. Ils ont la planche à billets, ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent enfin, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Je pense que quand ils disent qu'il n'y a pas d'alternative à un crash, oui, ça, ouais, quand ça crache. Mais par contre, les opérations de sauvetage ne sont pas une option. Moi, je crois que si. Moi, je crois qu'ils vont sortir la planche à billets et ça va être une belle option pour rattraper tout ça là. On l'a déjà vu, hein. Ils ont déjà recommencé à imprimer pour soutenir les banques, tout ça. Donc, vous inquiétez pas. Si ça crache, vous inquiétez pas qu'ils vont relancer la planche à billets. Donc, pour moi, ça, c'est un peu faux là, cet article. Mais bon, je me le dois de le passer. Après, vous me direz, hein, dites-moi en commentaire si vous êtes de mon avis ou pas. Mais on sait qu'ils ont les moyens, ils ont les outils nécessaires pour lutter et pour pas laisser tomber leurs entreprises, tout ça là. Donc, en tout cas, par rapport à tout ça, la Fed, les marchés s'interrogent justement sur les taux. Les nouvelles hausses de taux et une seule baisse en fin d'année. Donc, la Fed, justement, les marchés, justement, sont en pleine réflexion. Que va faire la Fed? Mais moi, là, j'ai envie de vous dire, déjà, pour moi, on est déjà parti au minimum, hein, pour au moins 2 hausses de taux supplémentaires en juin, en juin, là, les 13 et 14 juin, mais certainement en juillet aussi. Au vu, là, de l'inflation qui est repartie à la hausse, là, parce que les prochains chiffres de l'inflation, on va peut-être voir l'inflation freiner à défaut d'augmenter encore. J'espère que ça ne va pas encore augmenter la prochaine fois. Mais on va peut-être au moins voir l'inflation stagner ou redescendre, mais légèrement. Mais là, on ne peut pas s'attendre à une baisse significative. Parce que là, on est en phase montante. Là. Donc, ils vont devoir encore continuer leur hausse de taux. Là. Et donc, voilà, les marchés s'interrogent. On verra. On verra plus loin, nous constatons que pour septembre, une hausse de taux et leur confirmation ont une probabilité de 40%. Bon, ça se fait des statistiques, mais ça, tout peut changer. Hein. Si on a un défaut de paiement, ça va complètement redistribuer les cartes. Si on ne sait pas s'il y a d'autres faillites bancaires bien plus grosses, d'acteurs bancaires bien plus grosses, ça va peut-être pousser la Fed à couper ces hausses de taux bien plus rapidement. Donc en fait, là, ils font des prévisions, mais tout va dépendre de ce qui se passe aussi au jour le jour, d'actualité avec des sorts funestes qui pourraient arriver. Voilà, on sait pas. Il faudra attendre de voir qu'est-ce qui pourrait arriver aussi sur les marchés. Parce que là, ils peuvent voilà, essayer d'anticiper, mais tout dépend de ce qui se passe au quotidien aussi. Là. Donc la Fed, apparemment, voilà, il y a plein de spéculations. La Fed ne baissera pas ses taux cette année, selon Jupiter Asset Management. Donc là, on a peut-être une société d'analystes. Donc, qui déclare qu'ils ne baisseront pas leur taux cette année. Moi, je crois que ça, c'est du bullshit. Dès que les marchés vont capituler, tôt ou tard, moi, je pense que d'ici cet été, vers août, là, par là, les marchés vont finir par capituler. Parce qu'on ne peut pas avoir des taux aussi élevés avec une dette aussi forte. À un moment, ça va lâcher. Et à ce moment-là, après ça, la Fed va intervenir en urgence et déclarer un pivot ou voilà, un pivot, donc une baisse même des taux.
pas voilà, un maintien, mais une baisse des taux d'intérêt. Et ils vont recommencer leur planche à billets. Donc moi, vous voyez que là, je vous passe des articles d'Investing ou CNBC, mais avec la moitié des articles, là, je ne suis pas d'accord. Enfin, la moitié. Certains des articles-là, je pense qu'ils mentent ou qu'ils nous... Voilà. Et ils essayent de faire peur ou tout ça. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui sort là, ici, là. Donc... On a même un membre de la Fed, hein, donc le Mester de la Fed qui dit que mon chemin pour le taux des fonds d'intérêt donc est soit l'augmentation ou soit le maintien pendant un temps. Donc il y a un des membres de la Fed là qui dit que le seul parcours qui leur reste là, c'est de continuer d'augmenter les taux ou de les maintenir à ces niveaux-là. Donc vous voyez que ça, c'est une nouvelle que va pas du tout aimer les marchés. Vous voyez ? Donc les marchés attendent un pivot, attendent un retournement et l'impression monétaire. Pour le moment, elle n'est pas là. Donc tant que c'est pas là, eh bien, ne vous attendez pas à ce que les marchés réexplosent. Même si, en tout cas sur les cryptos, tout est au point le plus bas et on attend juste que ça explose, surtout pour les altcoins. Mais après, en bourse, c'est déjà bien monté. Mais voilà, avec des nouvelles comme ça, normalement, on ne peut pas aller plus haut. On peut que ranger, normalement, et attendre 2 jours meilleurs, en fait. Donc ici, maintenant, on va passer sur le plafond de la dette. Donc vous voyez que déjà, pour le premier point là, ce qui est les taux d'intérêt là, pour freiner l'inflation, on n'est pas au bout de nos surprises. Ça va continuer. Donc déjà, ce côté-là, là, inflation, taux d'intérêt là, déjà, on n'est pas sorti de la mouise et on va rester sous pression. Maintenant, on a un autre souci qui est bien plus à court terme là et qui est bien plus grave, c'est... les négociations entre Biden et McCarthy concernant le plafond de la dette américaine ou surtout les dépenses, le budget que les démocrates voudraient mettre sur la table et que les républicains ne veulent pas. Et s'ils ne trouvent pas d'accord, les États-Unis se retrouvant en défaut de paiement à partir du 1er juin, ça veut dire qu'ils n'auront plus assez d'argent pour rembourser leurs créanciers ou leurs fonctionnaires, leurs investisseurs qui ont investi pour acheter leurs dettes, tout ça. En fait, le Trésor américain n'aura plus assez de liquidités. Donc le Trésor américain, sous la juridiction de Madame Janet Yellen, elle manque déjà de liquidités. Hein. On a vu déjà, je vous avais montré les cours là, que les fonds là sont en train de baisser à fond là. Donc là, elle est en train de dépenser, de payer, mais elle va manquer d'argent. Elle manque déjà d'argent à ce jour. Hein. Mais là, d'ici le 1er juin, les États-Unis pourraient faire défaut s'ils ne trouvent pas un accord. Donc là, ils doivent trouver un accord pour réaugmenter le plafond de la dette pour pouvoir proposer les dépenses, justement. Mais d'abord, avant de proposer les dépenses, ils sont arrivés à la limite de leurs dépenses. Il faut qu'ils réaugmentent le plafond de la dette. Et justement, ça bloque, justement, ici, là. Et donc, McCarthy, là, le président de la Chambre des représentants, qui est républicain, il négocie justement en faveur des républicains qui souhaitent voilà, que les démocrates baissent leurs dépenses avant une augmentation du plafond. Mais les démocrates ne l'entendent pas de cette oreille. Mais là, cette fois, il semblerait que Biden va céder et va au moins geler les négociations pendant 2 ans. Donc, on va voir si... ça va être le cas. En tout cas, c'est ce qui se déclare. Hein. Biden et McCarthy apparaissent près d'un accord de 2 ans sur le plafond de la dette américaine, alors que le défaut se présente. Donc là, ces deux-là là, sont proches d'un accord. C'est eux deux les principaux négociateurs. À côté de McCarthy, à droite, là, il y a il y a un sénateur républicain qui s'appelle McHenry, qui négocie aussi. Donc, on va voir. Ces deux-là essayent d'obtenir de Biden, là, le président à gauche, là, Joe Biden, qui suspendent au pire ses dépenses. Donc à voir. Les démocrates voient une extension de la limite d'endettement de 2 ans prendre forme dans les négociations avec les républicains. Rien n'est encore finalisé. Donc voilà, les démocrates espèrent là maintenant, ils ont proposé de geler ça pendant 2 ans, suspendre tout ça et bloquer ça. On va voir si les républicains vont l'accepter ou pas. Je pense que c'est un accord qu'ils vont accepter. Donc en tout cas, McCarthy a déclaré là, celui qui était à droite là, le président de la Chambre des représentants américains là, le républicain, il a déclaré: je n'ai pas parlé à Biden au cours des dernières 24 heures. Donc là, on est vendredi, et là, sur cette journée là, il n'a pas encore parlé, depuis hier, il n'a pas encore parlé à Joe Biden.
Et donc, peut-être que l'accord se fera d'ici ce week-end-là. Donc, on a aussi le républicain McHenry. Donc, vous avez McCarthy et McHenry. Et là, McHenry lui-même aussi déclare il n'y a aucune réunion en personne avec la Maison-Blanche prévue aujourd'hui que je sais. Vous voyez? Donc, apparemment, non seulement ils ne se parlent pas au téléphone, mais en plus, il n'y a pas de réunion. Je vous signale qu'on est le 26 mai. Le week-end va passer, ça fait 27, 28. Et on pourrait se retrouver la semaine prochaine, le 29. Et le 29, attention, à quelques jours de la date limite du défaut de paiement, à 2-3 jours. Donc, espérons qu'ils trouvent ça ce week-end pour eux. Sinon, si ça bloque d'ici ce week-end, ça va être très compliqué. Et là, les marchés vont repartir sous pression. Et tous les gains qu'ont fait les marchés boursiers aujourd'hui pourraient rapidement se retourner et repartir fortement à la baisse, là. Donc, on va voir tout ça, en tout cas. En tout cas, malgré les inquiétudes concernant le plafond de la dette et les récents problèmes liés à la crise bancaire, le sentiment du marché est plutôt bon. L'écart VIX 2 à 8 mois a augmenté, mais nous sommes encore loin d'une panique. Et vous faites quoi? Liquide ou investir? Regardez, ici là, on voit que les marchés quand même reste calme, hein, malgré toute cette turbulence. Vous voyez que les marchés là on n'est pas encore vraiment là, on est bas, hein. Regardez, on est à ce niveau là, on n'est pas au niveau du milieu, donc la peur, ou tout en haut au niveau de la pure panique là, de la panique totale, la capitulation. Donc on reste encore très bas, hein. Vous voyez que même on a le calme est revenu, hein. On était dans le calme là il y a pas longtemps là, vous voyez. Ici, là, on est remonté, on est revenu dans le calme. Et là, on remonte un peu vers la peur. Mais pour le moment, ça va quand même. Il y a bien pire. Regardez par le passé, les extrêmes peurs, là. Ici, par exemple, c'était en début d'année 2022, là. C'était ouais, très, très... Et beaucoup de peur. Donc voilà, hein, le VIX qui, quand même, repart à la hausse. Mais on est à des niveaux bas, quand même, par rapport à ce qui pourrait se faire là. Donc ça, je sais pas si je voulais partager sur mon Twitter. Donc, ça, c'était concernant les marchés américains. Vous savez que je commence toujours en général par les marchés américains. C'est là-bas que ça se passe. Bientôt, peut-être, hein, je pense que, et c'est bien parti, Hong Kong, à travers la Chine, deviendra la première place financière mondiale. Je pense, hein, on est bien parti pour. Mais aujourd'hui, c'est d'abord les États-Unis et voilà, et la politique monétaire américaine avant l'Europe et ensuite l'Asie et la Chine qui s'en vient après et qui devient de plus en plus puissant là. Et donc voilà. Et là, bien sûr, après les États-Unis, je bascule sur l'Europe qui quand même devient voilà, après les États-Unis, je veux dire que c'est toujours un peu l'Europe qui est dominant, mais ça va plus tarder, hein. Là, c'est un effondrement, mais pour le moment, voilà, en Europe, le G7, enfin voilà, c'est encore des puissances. Et donc, les marchés européens clôturent en hausse avec les discussions sur le plafond de la dette. Donc, comme les marchés américains, voilà, vous voyez que ce qui se passe aux États-Unis, comme d'hab, je vous le répète tous les jours, mais comme d'hab, ça impacte les marchés européens, mais pas forcément le contraire. Et même dans les autres pays du monde, les États-Unis impactent le monde entier par leur politique monétaire. Par contre, ce qui se passe dans le monde entier n'impacte pas tellement les États-Unis. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à tout ça. Mais vu que les États-Unis sont en train de perdre au niveau du dollar, le monde est en train de se dédollariser, les États-Unis vont avoir moins d'emprise et moins de force de frappe sur le monde. Et donc, à l'avenir, ce qui se passera aux États-Unis sera moins, on va dire, moins impactant pour le monde. Vous voyez? Donc ça, je pense que ce sera une bonne nouvelle plus tard. Ici, je voulais vous passer ça puisque ça concerne l'Europe. Et comme j'étais sur l'Europe là, mais ça concerne surtout la France, hein. Et voilà pourquoi l'immobilier est un shitcoin d'après Crypto John. En fait, en ce moment, je vais vous le résumer vite fait. Mais l'État a trouvé un nouveau stratagème pour piquer l'argent des propriétaires. Donc, la propriété privée va être taxée aussi. Donc, en gros, là, les propriétaires vont avoir une sorte de deuxième impôt qui vont devoir au gouvernement. Tout ça au nom du climat. Vous voyez? Donc, c'est la nouvelle idée. Au nom du climat, ils vont devoir payer une nouvelle taxe. Les propriétaires vont devoir, à l'État, payer d'autres factures, on va dire. Donc, comme je vous le dis, moi, la France, c'est... Voilà. Je ne ferai aucun business ici. Ils taxent bien trop. Et là, voilà. Comme ils ne se sont pas assez pris aux propriétaires,
eh bien, bah, ils vont les taxer encore plus. Donc voilà par rapport à ça. Les marchés asiatiques, justement. Les marchés asiatiques augmentent principalement après le rallye technologique de Wall Street. Donc vous voyez que pour le moment, les marchés asiatiques qui sont en train de... Voilà, là, on n'a pas eu... Il n'y a pas longtemps, là, il y a eu 2 semaines, je pense, on a eu l'ASEAN. Donc l'ASEAN, ça a été la réunion de plusieurs pays asiatiques l'idée par la Chine, avec la Singapour, l'Indonésie, tout ça. Une réunion prévue et avec comme thème la dédollarisation. Et comme thème, une nouvelle alliance asiatique. Vous voyez? Et donc, les pays asiatiques, bientôt, seront émancipés complètement des Américains. Hormis peut-être le Japon et la Corée du Sud, qui sont des vassaux américains, qui dépendent encore financièrement des États-Unis. Mais les autres États coupent les ponts. Mais il n'y a pas que. Hein. La Russie, l'Afrique carrément tout entière, certains pays d'Amérique latine, tous se dédouanent des Américains. Mais pour le moment, à ce jour... Bah, regardez ce qui se passe sur les marchés américains, impacte même l'Asie. Donc vous avez vu que ça a impacté l'Europe, ça impacte même l'Asie. Mais ça risque de changer. Donc habituez-vous, observez. Là, voilà, les États-Unis s'affaiblissent de mois en mois. L'Occident, de toute façon, est vieillissant. Et l'Occident est en train de sombrer par leur politique. Les gars qui sont à la tête sont déjà corrompus. Biden, Zelensky, Macron, Trudeau, voilà. Toute la clique là. Mais en plus, ils sont incompétents. Donc en plus, ils profitent de leur carrière. Ils vont se faire un max de fric, mais en même temps, ils sont en train d'emmener les pays droit dans le mur. Donc voilà. Et les pays, bien sûr, comme d'hab, l'histoire, ces pays-là se relèveront après plusieurs années, et ainsi de suite. On connaît la chanson, mais voilà, actuellement, et on est parti peut-être encore pour peut-être 5 ans encore. Je pense, grand max, avant que cette caste s'effondre, mais bon, peut-être voire plus, vu que l'euro, ils persistent avec leur euro là, donc on verra en tout cas par rapport à ça. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis par rapport à la géopolitique, enfin la géopolitique, et si vous êtes d'accord avec moi que les États occidentaux, sont corrompus, et que par exemple Meloni, Zelensky, Trudeau, le gars de l'Espagne, tous ces jeunes là de la quarantaine, là, ces jeunes politiciens de la quarantaine, est-ce que pour vous ils sont tous dans le même camp ou pas? Est-ce que c'est la même clique là avec Von der Leyen, Olaf Scholz, voilà. Et pour vous, est-ce que c'est une clique corrompue ou pas? En tout cas, plusieurs. Même Macron avec McKinsey, il y a des affaires, ils ont tous des affaires sur le dos. Zelensky, c'est un champion. Les Pandora Papers, les affaires, voilà, de corruption, voilà. Et ces gars-là sont très habitués à tout ça. Biden, lui aussi, à travers son fils aussi. Mais tout ça, c'est masqué par le pouvoir. Le pouvoir où c'est estompé, on va dire, par le pouvoir. Donc dites-moi en tout cas en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc, voilà, TikTok, un géant chinois qui s'est vu faire bannir il n'y a pas longtemps des États américains, là. Il y a même moins d'une semaine, là. TikTok Shop. Donc TikTok Shop, c'est un nouveau service de TikTok. Peut-être pour acheter... pour acheter des choses. Ah ouais, il y a TikTok Shop. Donc maintenant, vous pourrez faire vos courses depuis TikTok. Bon, TikTok a lancé un nouveau service, TikTok Shop. Et là, c'est une menace croissante pour Shopee et Lazada en Asie du Sud-Est. Donc, ouais, c'est vrai que Shopee, qui appartient à l'entreprise SIA Limited, en bourse là, qui est coté sur le Nasdaq en bourse et tout ça, et même sur les marchés asiatiques. Shopee, c'est un grand leader, c'est comme le Amazon en Asie du Sud-Est, donc dans les pays de Indonésie, Thaïlande, tout ça là. Même Lazada, c'est des géants du e-commerce, en Asie du Sud-Est. Et là, TikTok, qui est chinois. Donc comme je vous le dis, je vous ai fait déjà 2-3 vidéos là précédemment, où je vous ai dit que les Chinois étaient sur tous les fronts. L'IA, la blockchain... les véhicules électriques, ils sont partout. Et là, regardez, encore une nouvelle fois, maintenant j'apprends, même que de toute façon, bon, ils sont très puissants. Avec Alibaba, rien qu'avec Alibaba ou Tencent, ils sont bien plus puissants que Shopee, tout ça. Mais même, voilà, même leurs autres entreprises chinoises, bon, TikTok qui essayait, je pense que TikTok va se raviser dans quelques temps, mais TikTok qui faisait tout
pour cacher ses liens avec la Chine, pour se faire aimer des États-Unis. Je pense qu'ils vont, sur le temps, revenir sur leur position. Vu que les États-Unis sont en train de sombrer et que la Chine est en train de progresser, je pense que TikTok va gentiment revenir à la maison. Tout comme, par exemple, je sais pas moi, CZ, Binance, Changpeng Zhao, là, le PDG de Binance, qui a longtemps... voilà, c'est battu. Parce qu'il est quand même, il est d'origine chinoise, mais il est... en fait, il est canadien, mais d'origine chinoise. Mais... voilà, il a longtemps dit qu'il avait rien à voir avec la Chine. C'est juste en fait qu'il est, il est d'origine, mais seulement ça, et qu'il voulait pas de trop de liens. Mais vu que la Chine est sur le bon chemin là pour rapidement devenir les leaders financiers, tout ça, même de la blockchain, tout ça, je pense que on les entend plus trop là, les TikTok et les Binance, voilà, critiquer la Chine et se vanter et voilà se couper de la Chine pour plaire aux États-Unis. Là, moi, je les entends plus trop personnellement. Ça se fait tout petit et même pour Binance là, je pense qu'ils essaient d'intégrer Hong Kong là. Donc vous voyez que le narratif va vite changer en tout cas par rapport à tout ça là. Donc on est déjà à 35 minutes, hein. C'est fou ce que ça passe vite. On enchaîne. Donc en tout cas avec le plafond de la dette, l'inflation, tout ça, on avait d'autres choses. Bon, on avait l'inflation. On avait les prix du pétrole hein, qui augmentent aussi. Hein. On a l'OPEP apparemment qui va continuer à réduire sa production de pétrole. Donc ça, fallait le noter aussi. Hein. Et on a le prix de l'or qui fluctue hein, par rapport aux discussions sur le plafond de la dette. Donc l'or gagne du terrain à mesure que la date d'échéance se rapproche. Voilà. L'or prend de la force. Donc... dans les dernières actualités macroéconomiques avant de passer aux crypto, Visa, Microsoft, Santander et la plupart des institutions bancaires brésiliennes participent au projet pilote de la CBDC brésilienne. Donc, on a plusieurs banques au Brésil, plus Visa, plus Microsoft et plus Santander, donc d'autres institutions bancaires, voilà, qui se lancent pour voilà, proposer une monnaie numérique brésilienne. Donc là, vous voyez que Visa qui est américain et Microsoft qui est américain mettent encore leur nez, fourrent encore leur nez dans les affaires extérieures. Vous avez aussi Santander qui est espagnol, je crois, qui fourre son nez au Brésil carrément. Donc voilà, hein, les CBDC arrivent. Après, dans le monde de demain, à voir. Parce que les États-Unis, on a déjà beaucoup de représentants qui ne veulent pas... spécialement d'une CBDC. Les États-Unis aussi certains membres ne veulent pas trop d'une CBDC. Ici, je vais vous montrer. On a cet article, par exemple. On a déjà qu'on avait Ron DeSantis, là, le candidat républicain, le petit protégé de Trump, le gouverneur de Floride, qui veut bannir les CBDC. Ici, on a un des membres du Congrès, cette personne-là, là. Voilà, un des membres du Congrès américain qui présente une législation pour empêcher les représentants gouvernementaux non élus d'émettre une CBDC. Donc vous voyez que voilà, tous ceux qui ne seront pas élus n'auront pas d'autorisation pour proposer une CBDC. Donc ça bloque par rapport à tout ça. Voilà, c'est pas n'importe qui émettrait une CBDC. Bon là, je m'étais trompé. Hein. Je pensais que plutôt que lui aussi, il était pour bloquer les CBDC, mais en fait non, il veut bloquer certains représentants qui voudraient émettre des CBDC et qui n'ont pas, on va dire, le pouvoir par rapport à ça. Donc, la grosse nouvelle d'aujourd'hui, regardez ça, c'est Elon Musk qui a obtenu l'approbation hein, de la FDA, la Frog... attendez, je vais vous lire ça après là. Donc, on a la FDA qui autorise les essais cliniques des implants de Neuralink chez l'homme. Donc ça, c'est une énorme nouvelle. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais voilà, Neuralink, la startup de neurotechnologie dirigée par Elon Musk, a annoncé jeudi avoir reçu l'autorisation de l'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration, donc FDA, pour commencer des essais cliniques de ses propres puces cérébrales chez l'homme. Donc c'est énorme. Donc, c'est bon... Voilà, tous ceux qui sont loin de tout ça, et les gens de la classe moyenne, les choses comme ça, vont dire que ça y est, on est foutu, on va tous se faire implanter des choses dans le cerveau, et on va se faire contrôler, voilà. Un peu comme Terminator, tout ça. Mais
Voilà. En attendant, il y en a qui bossent comme Elon Musk pour changer le monde et pour permettre à tous ceux qui ne peuvent plus se déplacer ou qui ne peuvent plus bouger, qui n'ont plus la pleine possession de leur physique, de pouvoir peut-être bouger et des choses comme ça. Et ou de faire des tâches à partir du cérébral, tout ça là. Donc, voilà, c'est autorisé. Et voilà, ça va... Il y a des tests qui vont se faire. Donc l'autorisation de la FDA intervient alors que les parlementaires américains ont exhorté au début du mois les régulateurs à mener une enquête afin de déterminer si la composition d'un groupe supervisant les tests sur les animaux chez Neuralink a contribué à des expériences bâclées et a été faite à la hâte. Donc on verra. L'entreprise lancée en 2016 développe des puces cérébrales qui, selon elle, pourraient permettre aux personnes paralysées de retrouver leur fonction motrice ou de communiquer de nouveau. Vous voyez, regardez ce que ça peut apporter. En fait, on pourrait retrouver nos fonctions motrices. C'est-à-dire que les gens qui sont handicapés, qui sont paralysés, ou qui n'ont plus de jambes, ou enfin, voilà, qui ont des jambes mais qui peuvent plus les bouger ou des choses comme ça, bah, parce que en fait, les nerfs, ça vient du cerveau. Bah, en restimulant ces nerfs, ils pourraient retrouver en fait leur mouvement. Et ceux qui ne parlent pas pourraient retrouver, parce que tout ça, c'est les nerfs, ça vient du cerveau, en fait. Et Neuralink, justement, travaille pour apporter cette valeur-là. Là. Donc, apparemment, il y a des inspecteurs généraux qui enquêteraient sur Neuralink, tout ça. Donc, ça, c'est une énorme nouvelle. Hein. Et ça, Elon Musk, qui s'est félicité sur Twitter. Félicitations, Neuralink Team. Donc, voilà. Neuralink qui eux-mêmes ont fait un tweet. Neuralink qui appartient aussi à Elon Musk. Hein. Donc, je vous signale que Elon Musk possède SpaceX, possède Twitter, possède Tesla, possède Hyperloop, voilà. Et en plus de Neuralink, voilà. Lui, c'est un entrepreneur assez incroyable. Hein. Parce que non seulement il possède au moins 5-6 grosses entreprises, mais en plus, c'est que des entreprises qui peuvent révolutionner ou un peu changer le monde. Vous voyez? Donc voilà. SpaceX, il peut envoyer des gens sur la Lune. Tesla, il peut complètement redéfinir le marché de l'électrique et des véhicules, en tout cas. Neuralink, vous voyez ce qu'il peut faire avec Neuralink. Hyperloop, il peut permettre le transport souterrain à une vitesse incroyable. Vous pourrez faire un New York-Los Angeles en quelques heures, en même pas 2-3 heures peut-être, sous les souterrains, tout ça. Donc, franchement, Elon Musk, cette personne-là est incroyable. Là. Et donc voilà, donc Elon Musk ici, Neuralink reçoit l'accord de la FDA. Hein. La société de Musk reçoit l'accord de l'administration US pour lancer sa puce cérébrale chez les humains. On entre dans une nouvelle ère. Hein. Donc vous voyez que là, avec l'intelligence artificielle, avec la blockchain, avec les puces implantées, franchement, le monde là est vraiment en train d'évoluer. Hein. Moi, j'adore ça personnellement. Il y en a beaucoup, enfin, tout mon entourage a peur, enfin, tous les gens qui veulent que tout soit pareil ad vitam aeternam ne veulent pas de ces choses. Mais le monde évolue et j'aime voir d'autres époques, des choses comme ça. Et j'espère que je verrai longtemps cette autre époque. Voilà, hein. Le monde va avancer. On passera des smartphones aux lunettes de réalité augmentée virtuelle. Voilà, on sera plus sur les réseaux sociaux de manière normale. On sera dans le métaverse. Voilà, c'est comme ça. Ça progresse et il faut s'habituer. On sera dans un monde tout numérique. Il faut s'y faire. Avec, dans le monde réel, c'est pour ce qui reste des robots, voilà, des machines intelligentes, tout ça. Donc voilà, ça arrivera pas tout de suite, mais ça arrivera. Voilà, Neuralink, ça commence. Hein. Les implants de puces dans le cerveau sont autorisés. Donc voilà. Et ça, c'est Elon Musk qui va vous implanter ce genre de puce dans le cerveau pour stimuler vos neurones et vous permettre... Voilà. Donc les gens qui n'ont pas de problème, n'ont pas de problème par rapport à leurs mouvements, leurs bras, leurs jambes, ou qui ne sont pas muets ou des choses comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est pas à vous qu'on va vous planter la puce. Enfin, voilà. La majorité des gens n'auront pas besoin de cette puce. C'est que pour aider les gens qui sont dans la difficulté. Vous voyez? Donc, on passe aux cryptos et j'en reste là. On est déjà à 44 minutes. Waouh, je crois qu'on va y aller à 1 heure aujourd'hui. Hein. Donc, les cryptos qui sont dans le vert, hein, qui profitent de l'optimisme par rapport aux défauts de paiement, là, les négociations qui pourraient trouver un accord. Ici,
Le Bitcoin, 26 700. Hein. Donc le Bitcoin qui a un peu remonté là. Vous voyez que ça y a une petite bougie haussière là. Voilà, enfin voilà, vous voyez que les cours là montent un peu là. Voyons voir ce qu'on a sur la crypto. Donc sinon, de manière générale, on est en phase baissière. Enfin, sur le court terme là, on est en baisse là. Vous voyez sur les cours là. Vous voyez, on est en pente descendante. Voilà, on attend que ça casse par la hausse et que ça reparte. Mais il nous faut des catalyseurs assez forts là. Donc voilà, ici on stagne, on baisse un petit peu de manière générale. Voilà. Regardez, hein, on est remonté hein, depuis le début de l'année là. Vous voyez qu'on a une forte bougie haussière ici là. Ça, c'était à partir du début de l'année. On est bien remonté et depuis, on range et surtout, on repart légèrement à la baisse. Mais regardez ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire un bullish flag. Donc, on est en gros, on range sur une pente descendante et ensuite, d'un coup, à la fin, on casse par la hausse et on va très, très vif, très haut. Et là, on a le schéma justement de cette, on va dire, bullish flag. C'est ce qui se dessine à peu près. Donc là, il se pourrait que avec le deuxième point jaune là, comme ici là, vous voyez, on touche 2 fois le point bas. Bah ici, il se pourrait que maintenant vienne à casser par la hausse. Et qu'on aille chercher les 35, 40, 35, 37K là, à court terme. Donc on verra. Comme je vous l'ai dit, il faut un catalyseur puissant. Peut-être que ce sera le défaut de paiement américain qui sonnera le glas ou le bull run des cryptos. On ne sait pas, on verra. Ici aussi, regardez, hein, tout indique, là c'est encore un autre chart, mais c'est la même chose. C'est pour montrer une sorte de bullish flag pattern. Donc ça, c'est très connu en trading. Et les spéculateurs à court terme, là, vont parier sur ça sur les jours qui arrivent, là. Vont espérer ce bullish flag. Donc on verra par rapport à tout ça. Sinon, quand vous regardez bien le scénario en 2019, ce qu'on avait fait, on était là comme en 2023. Vous voyez où on en est là en 2023? Eh bien, regardez bien. En 2019, qu'est-ce qu'on avait fait? On était à peu près dans le même scénario là, en dessous là. Ensuite, on est venu, voilà, au niveau du carré. On a cassé cette grosse zone de résistance au niveau du carré jaune là. Et ensuite, on est allé bien plus haut et chercher on va dire le pic. Ici, regardez, là, on est en 2023 désormais. Il se pourrait que là, on va remonter tranquillement, peut-être au niveau des 40K par là, là, et casser ça et ensuite aller chercher bien plus haut. Donc, c'est des scénarios qui se ressemblent. Est-ce qu'on va faire pareil? Moi, je pense que sur le moyen long terme, c'est à peu près un scénario comme ça qui nous attend. Mais on est sûr de rien. Juste, il faut prendre ça en considération. Donc voilà, il y a beaucoup de charts. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. Encore un de Stock Money Lizard. On a plusieurs étages. Donc là, on est au level 2, on va dire. Regardez ce qui s'était passé en 2019. On a eu plusieurs levels. On a franchi le level 2 ensuite. On est parti au level 3, puis au level 4. Donc moi, là, ce que j'attends à court terme, c'est qu'on aille chercher les 40K au level 3, qu'on corrige ou qu'on range une bonne partie. Et qu'après, d'ici 2024, on aille chercher plus haut. Donc, c'est un scénario que je vois. On a encore 2 niveaux. Là, on est au niveau 2, là. Je pense qu'on est au bas du niveau 2, là. Level 2. Et là, today. Hein. Donc là, on va aller chercher peut-être le level 3 bientôt, là. Peut-être aller encore 1 ou 2 mois. Le temps que on s'en sorte, là, de ce défaut de paiement ou de l'inflation, là, des taux d'intérêt, là. Et ensuite, je pense que quand il y aura le pivot, quand la Fed va définitivement commencer à dire que ça y est, là, je pense qu'on va aller chercher plus haut, là. Donc, il faut encore rester patient. Hein. C'est chiant. Ça fait plus d'1 an, 1 an et demi même. Mais c'est comme ça. Ici, les cryptos, regardez. Ça monte, ça monte, ça monte. Comme d'habitude. Regardez, c'est toujours la même chose. Hein. Toujours pareil. Et regardez que les fois précédentes, comment dire, on va dire les volumes sont de moins en moins fortes. Hein. Donc là, on attend vraiment un volume là qui irait comme ici là en 2014. Qui formerait une pointe. Peut-être qu'on l'aura plus jamais. Mais j'espère qu'on formera une grosse pointe là. Ça nous ferait du bien là. Donc on verra. Hein.
On verra. Tout ça, vous avez ça dans mon Twitter, comme d'habitude. Donc, le reste des actualités. La Corée du Sud a adopté un projet de loi obligeant les politiciens et les hauts fonctionnaires à déclarer Bitcoin et les avoirs cryptographiques. Vous voyez? Donc, la Corée du Sud qui prend des précautions par rapport à ses politiciens et ses hauts fonctionnaires, les énarques, les choses comme ça, ils sont tenus de déclarer s'ils ont des avoirs en crypto, en projet. Vous voyez? Donc, voilà, la confiance ne règne pas là-bas non plus. Pour ce qui... Là, tout ça, ça concernait Bitcoin. Maintenant, pour Ethereum, bah, le pourcentage d'Ether baisse sur les exchanges. Le pourcentage d'ETH sur les exchanges approche les 14,85%. Donc, ce nombre a atteint un niveau jamais vu depuis juillet 2016. En comparaison, lors du bull run 2021, ce solde se situait autour de 25%. Donc, vous voyez qu'on est passé de 25% d'Ethereum sur les exchanges à 14%. Donc il n'y a plus beaucoup de TH laissés ou holdés sur les exchanges actuellement là. Donc ça a bien baissé, hein. Je sais pas si là on peut voir là, mais regardez. Donc on voit ici en bleu que c'est en forte chute. Et ça c'est Glassnode qui nous montre ça. Donc les ETH n'ont plus trop la cote là en ce moment. Mais ça pourrait revenir. Ça pourrait revenir rapidement au prochain bull run. En attendant, pour les exchanges, la nouvelle du jour, eh bien Binance qui s'accorde une licence d'actifs numériques de crypto... enfin une licence d'actifs numériques de l'exchange. Bon, c'est mal traduit, je vais vous mettre là ici plus rapidement. Donc Binance plutôt obtient le feu vert pour exploiter une bourse en Thaïlande. Bien. Binance qui a l'approbation en Thaïlande. Génial. Ça va ouvrir des possibilités. Ils ont obtenu l'approbation. Et Binance, vous voyez qu'ils se démocratisent en Asie, hein. Ils ont tout compris. C'est là-bas que le futur se fera. Et donc, ils sont parés, on va dire. Pendant ce temps-là, Coinbase, leurs rivaux, alors que Coinbase regarde au-delà des États-Unis, tout comme Binance, vous le voyez, ils tracent des plans internationaux. Donc Coinbase qui se prépare, hein, pour ses plans internationaux. Coinbase prend les mesures internationales alors que les régulateurs américains stagnent. Donc pendant qu'il se passe rien aux États-Unis et pendant que les États-Unis se tirent une balle dans le pied, bah Coinbase a lancé déjà plusieurs services, hein. Il n'y a pas longtemps, on a eu Coinbase Exchange International, donc qui se veut être comme FTX, enfin une plateforme internationale de trading surtout pour on va dire les institutionnels, tout ça là. On a Crypto.com qui a la branche maintenant institutionnelle, hein, et qui propose aussi voilà, du trading un peu pour les institutionnels. Donc comme c'est un gros marché, hein, ça c'était FTX qui s'était approprié ce marché. FTX n'est plus, mais je pense que FTX un jour renaîtra de ses cendres. Mais en attendant, Coinbase prend ses dispositions. Mais voilà, Coinbase a plusieurs plans à l'international. Et donc on verra par la suite là. Donc les sociétés crypto fuient les USA, hein, en attendant. Donc il n'y a pas que Coinbase qui voit à l'extérieur, même si Coinbase compte rester aux États-Unis, hein, mais ils ont menacé de sortir. Mais alors que la réglementation américaine est considérée comme ouvertement négative, les acteurs de l'écosystème délocalisent leurs activités. Ouais, donc vous voyez, destination Singapour, Hong Kong, les Émirats Arabes Unis, le Portugal et la France. Donc vous voyez que la France même est privilégiée, hein, par rapport aux entreprises qui font l'exode, qui s'exodent voilà, des États-Unis, qui partent. On a Singapour, enfin des pays asiatiques, le Moyen-Orient avec Dubaï. Vous voyez que Singapour, Hong Kong, c'est déjà les hubs financiers là d'Asie. Au Moyen-Orient, c'est Dubaï. Vous voyez, et là, ces entreprises vont aller chercher l'Eldorado dans ces pays-là. Et ensuite, vous avez aussi en Europe le Portugal qui avait une fiscalité faible là, mais qui rejoint ses voisins européens. Et aussi la France, bizarrement, alors que la France impose tellement. Mais bon, après la France, c'est quand même, voilà, c'est au niveau juridique, tous les pays adorent parce que c'est très carré, voilà. Et la France, c'est très touristique. Enfin, ça peut attirer, voilà, ça peut attirer énormément de capitaux, tout ça là. Donc, la France, c'est souvent privilégiée malgré leurs fortes taxes, tout ça là. Et donc voilà, Kaspa qui se rapproche, hein, son smart contract qui est dans l'écriture. Et c'est bientôt, hein. La communauté Kaspa évalue les options pour smart contract avec les roll-ups.
Donc on aurait peut-être des roll-up sur Kaspa dans les smart contracts afin d'améliorer la vitesse et l'efficacité des transactions blockchain. Donc Kaspa qui intégrerait des roll-ups comme Ethereum avec ses optimistic roll-up, des choses comme ça, ses ZK roll-up. Donc tout ça, ça aide à scaler. Et Kaspa est déjà sur le front. Alors que Kaspa utilise Rust, le langage le plus moderne et le plus rapide. Et voilà, Kaspa utilise le consensus Nakamoto, la sécurité du Bitcoin. Donc, c'est vraiment, ils utilisent tout ce qui se fait de mieux sur le marché. Et donc là, ils sont sur la fin là pour leur écriture. Donc, sous peu, on pourra avoir des smart contracts et ça peut aller très vite. Parce que Kaspa, pour moi, en tout cas technologiquement, le réseau ou la blockchain Kaspa ou le DAG plutôt Kaspa, c'est mieux que, en tout cas, dans on va dire sur le papier, ça bouffe complètement même Ethereum, Bitcoin, ça bouffe tous les autres réseaux actuels. Je vois pas d'autres réseaux qui fait mieux que Kaspa technologiquement à ce jour-là. Voilà par rapport à ça. La dernière actualité que je vous passe, après 55 minutes, waouh, de vidéo là, on est pratiquement à 1 heure. Donc il va falloir que vous accrochez par rapport à ce live, cette vidéo. Donc, à compter du Grand Prix de Monaco, les spectateurs des Grands Prix de F1 auront désormais la possibilité de recevoir des tickets numérisés et tokenisés sous la forme d'un NFT. Vous voyez? Donc la F1 passe en mode Web3 avec les NFT. Et donc, à compter du Grand Prix de Monaco, une technologie basée sur les tokens non fongibles sera utilisée pour émettre les billets des Grands Prix. Cette innovation est permise par une collaboration entre la solution Element, l'agenda Barry et Platinum Group. L'agence Barry et Platinum Group, l'opérateur de billetterie des Grands Prix de Formule 1. Donc, vous voyez que cette agence ont noué des partenariats avec les entités ou les institutionnels de la blockchain ou du Web3. Pardon. Ou en tout cas, on fait en sorte d'adopter les NFT. Et notez bien ça, ça commence aujourd'hui par la F1. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est la F1, mais demain, ce sera tout. Tous les sports de demain se feront à travers des billetteries, NFT, tout ça. On a Chili's, qui est un pionnier du sport, mais qui ne s'est pas accaparé apparemment le marché de la F1. Mais voilà, vous aurez des fan tokens, des choses, en tout cas, qui seront mis en place sous forme d'NFT. Donc voilà les amis, je fais pas plus long. J'en ai fini avec tout ça. Je le poste tout de suite. Je m'arrête tout de suite ici. Parce que là, c'est déjà très long. 57 minutes. Très très long. Merci à tous. Merci à ceux qui seront venus jusqu'au bout. Mettez en commentaire, poussez l'algorithme. Point levé, un bouclier, une arme, une épée croisée ou un glaive. Mettez en commentaire des signes de la Légion. Et comme ça va pousser l'algorithme si vous pouvez. Donc Spartiate, force à nous. Allez, à plus.